Nous sommes le jeudi 28 septembre 2023, ici Danick Julien et votre bulletin d'information régional Info, c'est JSR. Cette semaine, on parle avec les députés de Portneuf au provincial, Vincent Caron, du début de la saison parlementaire. On parle également du parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond qui continue de se développer rapidement. Michel Cloutier de Choc FM sera avec nous pour parler des 3 ans de la radio de Portneuf. Une conférence organisée par Préma Québec se tiendra la semaine prochaine concernant l'aide qu'on peut apporter aux parents des familles prématurées. Et finalement, on fait un retour sur les fêtes automnales de Saint-Raymond. C'est tenu samedi dernier. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mardi, à Saint-Raymond, avait lieu l'annonce de la construction de nouveaux bâtiments industriels d'envergure situés dans le parc industriel numéro 2. En effet, le commissaire industriel de la Corporation de développement de Saint-Raymond, M. Richard Saint-Pierre, a précédé cette annonce en compagnie du maire de Saint-Raymond, mais également du promoteur et du groupe G&F Développement. Le bâtiment sera le plus imposant du parc industriel à l'heure actuelle. Le projet est d'ailleurs bien particulier comme il comprend 16 condos industriels pouvant être achetés ou loués. À terme, des entrepreneurs pourront lancer ou améliorer leur entreprise en concentrant leurs activités dans ce complexe qu'on nomme le complexe 181. Concernant l'offre de bâtiments locatifs industriels dans Saint-Raymond, le commissaire, M. Saint-Pierre, avoue qu'il y avait un gros manque à ce niveau à Saint-Raymond. Le voici à ce sujet. Il faut dire, Danick, que c'était un grand manque qu'on avait à Saint-Raymond, aller jusqu'à... Ça débute l'offre de façon intéressante, avec des beaux bâtiments neufs, des locaux adaptés. Ça débute vraiment au niveau locatif à Saint-Raymond. C'est le constat que j'avais fait dans les premières années. On avait très peu d'espace locatif. Ceux qui étaient disponibles, c'était des vieux bâtiments des fois, parfois certains en zone inondable, etc. Fait que c'était un gros manque. On avait des beaux terrains qui ont une belle capacité portante, absence de contamination environnementale, des beaux terrains prêts à construire. Mais quelqu'un qui voulait louer un espace, exemple, comme tel, ça, on avait un gros manque à ce niveau-là. Fait que ce qu'amène Pierre-Olivier ici, ce qu'amène Christian Giguère aussi par ailleurs, avec l'investissement stratégique Giguère, bien, ça vient tout. On parle d'une quarantaine de 1000 pieds carrés en tout, là, à court terme, qui vont être disponibles pour répondre à ces besoins-là, et c'est bienvenu. C'est bienvenu. Le projet représente un grand investissement pour Saint-Raymond. On écoute le promoteur Pierre-Olivier Gaudreau. On parle de des condos qui ont 1300 pieds allant jusqu'à 2900 pieds dans sa conception actuelle. C'est des condos que chaque copropriétaire va avoir son compte de taxes, son compte d'hydro, autrement dit, il va avoir son propre compteur. On parle ici d'un bâtiment d'un peu plus de 23 000 pieds carrés. On parle d'un bâtiment OCO qui est une qualité quand même de construction supérieure. Donc on parle, c'est un bâtiment qui va avoir une hauteur libre de 20 pieds, donc sous les plafonds, 20 pieds disponibles en termes de hauteur. On parle d'un investissement majeur de 4,5 millions de dollars qu'on a décidé ici d'investir dans la ville de Saint-Raymond
par son dynamisme, le dynamisme du comté de Portneuf aussi. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour. Pour ce qui est de notre entreprise GF Développement, on est une entreprise spécialisée dans le développement immobilier commercial et industriel dans la grande région de Québec. Le complexe 181 sera opérationnel dans environ 1 an, soit en septembre 2024, et il est déjà possible pour les entreprises de se procurer un local, comme le projet est en prévente. Par ailleurs, il ne s'agit pas du seul projet qui se développe dans le parc industriel numéro 2 de Saint-Raymond. En effet, une nouvelle rue est en construction pour agrandir le fameux parc. La ville de Saint-Raymond nous a indiqué que d'autres projets avancent bien dans le secteur. La nouvelle rue se nommera la rue du Bataillon. À présent, dans votre émission Info CJSR, nous accueillons Mme Micheline Paquette, présidente du Cercle des fermières de Saint-Raymond, afin d'inviter l'ensemble de la population à une conférence la semaine prochaine au Centre multifonctionnel organisé par Préma Québec. Je vais donc de ce pas rejoindre Mme Paquette. Mme Paquette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous dans l'émission Info CJSR ce soir. Donc, vous êtes présidente du Cercle des fermières de Saint-Raymond. Cette conférence de Préma Québec, en quoi consiste-t-elle exactement? C'est pour toutes les familles qui ont des enfants prématurés. Et pour les aider à venir, parce qu'ils vont les chercher tout probable en avion ou en hélicoptère avec des donc, avec on parle des moyens de transport. Moyens de transport et oui. Puis des incubateurs, tout ça pour les mettre dedans, les enfants, parce que tout ça, il faut qu'ils vivent. Et puis, ils vont les chercher très loin, mais c'est pour aider les familles qui sont là ici à Québec, puis qui viennent de cette île, pour les aider à payer leur nourriture, leurs dépenses de gaz, puis les soutenir aussi. Donc, ça, Préma Québec, c'est peut-être un service que les gens connaissent un peu moins. On peut même peut-être les confondre avec Préma Québec, mais on n'est pas vraiment au même endroit, là. Non, du tout, du tout. Donc là, on aide les familles. Est-ce que c'est la même mission que les manoirs Ronald McDonald? Ou... McDonald, les autres, c'est pour les loger. Ouais. Les autres, ils viennent les aider pour payer la nourriture, le voyagement, et puis on a un soutien aussi pour les accompagner, parce qu'il y en a qui restent de 30 à 120 jours à l'hôpital. Ouais. Fait que ça fait des déplacements beaucoup pour les parents, puis des gardiennes aussi s'ils ont d'autres enfants. Puis c'est pas connu du tout, du tout. Puis là, je sais qu'on parle, ils vont dire les infirmières, c'est toutes des personnes âgées. Ouais. Et les personnes âgées, ils ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, puis on a des amis. Il faut en parler, parce que c'est pas connu. Puis c'est gratuit la conférence. Il y a un qui veut nous donner des dons s'ils veulent en sortant, parce que toute la population est invitée. Pourquoi, justement, le Cercle des fermières de Saint-Raymond s'est intéressé à Préma Québec? En fait, comment ça s'est passé, là, la conférence pour la mettre en place? C'est parce que quand j'ai été à un congrès, ils sont venus nous parler de ça, Préma Québec. Puis la dame qui parle de ça, elle a eu 2 enfants prématurés. Elle a tout expliqué ce qu'elle avait vécu. Ça m'a vraiment touchée. Puis on devait le faire, puis on a eu COVID, on l'a pas pu. Là, cette année, vu que je suis présidente, la dame qui s'occupe des dossiers est très près avec nous autres. Puis je veux que ça soit connu dans le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont, puis ils ne savent pas, puis ils ont été obligés de payer tout ça. Fait que l'on a ça, puis en le disant aux personnes, ils vont pouvoir en profiter de cette chose-là. Donc, Préma Québec, on est vraiment plus pour aider, pour payer la nourriture, l'essence. On ne parle pas d'hébergement. On parle vraiment, donc, pour les gens qui sont en région, comme ici, dans Portneuf. C'est là que ce service-là est encore plus important. Oui, puis peut-être Portneuf, il y a certaines limites de distance. Hein? Ouais. S'ils sont trop proches, ils ne seront pas payés. Okay. Mais au moins, ils vont avoir le soutien. Puis ils vont avoir des accueils pour les soutenir, pour les aider comment participer, parce que c'est très dur d'avoir des enfants prématurés, puis les garder, les laisser à l'hôpital, puis les autres, les mères s'en vont. Hein? Bien des fois, fait qu'il faut qu'elles soient. C'est un gros soutien, puis il faut que ça soit connu par la population. Puis moi, je tiens ça très à cœur, fait que j'aimerais bien avoir bien du monde à notre conférence. Savez-vous au Québec, là, par année, le nombre d'enfants prématurés? Est-ce que les gens de Préma Québec, ils vous l'ont dit? Oui, on a de 6 000 personnes, 6 000 enfants par année de prématurés. Fait que c'est du monde, ça. Puis il y en a qui arrivent, puis ils sont obligés d'avoir des opérations avant tout ça. Tu sais, c'est tout des stress pour les parents. Puis plus le casse-tête d'avoir l'argent pour tout voyager. Fait que c'est vraiment une association qui aide beaucoup. Puis comme je vous dis, elle n'est pas connue. Oui. Là, vous faites une conférence. C'est ce mardi à 19h. Le 3 octobre, au Centre Multi. Oui. C'est gratuit.
Puis si les gens veulent nous donner un don en sortant, une contribution volontaire, ça va être très apprécié. Puis on va avoir des prix de présence aussi. Donc, dans cette conférence-là, j'imagine qu'il va y avoir quelqu'un de Préma Québec qui va être là avec vous, qui va expliquer les services. Il va y avoir 2 personnes. Celle qui est directrice, puis il va y avoir une infirmière du CHUL qui va être là aussi. Oui, parce qu'ils vont tous au CHUL, les prématurés. Fait que l'infirmière du CHUL va expliquer qu'est-ce qu'elles font, les autres. Puis la responsable, la formatrice, que tout fait ça, les services qu'ils peuvent donner. OK, parce qu'on le sait que pour justement la médecine auprès de ces enfants-là qui manquent encore du développement, c'est quelque chose de supplémentaire, là. Il faut une bonne attention. Et comme vous l'avez dit, c'est des fois pour les familles, ça peut représenter plusieurs semaines dans l'incubateur à l'hôpital. Oui, il y en a, c'est des enfants qui sont là, les familles, les enfants là, de 30 à 120 jours. Oui. Fait que c'est long, ça, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que ça prend beaucoup de soutien. Oui. Puis de l'argent pour les personnes qui en ont besoin. Alors, Mme Paquette, en terminant l'entrevue, pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire en tant que présidente du Cercle des fermières de Saint-Raymond là, à ce sujet-là? Bien, venez nous voir, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est, parce que je suis sûr et certain que la plupart du monde ne savent même pas qu'est-ce que c'est Préma Québec. Oui. Fait qu'en venant voir, ils vont pouvoir comprendre. Puis dites pas, ben je suis trop vieille. Non, parce que nous autres, on est là pour transmettre le patrimoine. Les fermières, là, on va transmettre de l'information. Madame Paquette, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Au retour de la pause, une entrevue avec le député Vincent Caron concernant la rentrée parlementaire. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir d'animer cet automne l'émission Revenir de loin, une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a débuté la saison parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour en parler, mais aussi pour parler de la santé et de la carte électorale, voici l'entrevue réalisée avec lui un peu plus tôt cette semaine. Ici Délix Julien, journaliste, et aujourd'hui dans l'émission Info CJSR, nous parlons avec le député de Portneuf, M. Vincent Caron, pour parler de la rentrée parlementaire, mais aussi quelques sujets qui vont toucher la région de Portneuf. M. Caron, bonjour. Bonjour Danick, ça va bien? Après ces quelques mois d'été, très heureux de vous retrouver. Oui, pareillement, ça va super bien, M. Caron. Merci de nous donner de votre temps aujourd'hui. Bon, premièrement, je veux commencer avec la rentrée parlementaire. Comment ça se passe là depuis quelques semaines? Bien, vous le voyez, l'actualité est quand même assez intense ces temps-ci, notamment avec toutes les négociations qui sont en cours. Donc, bien, comme d'habitude, on a beaucoup de travail. On travaille à la fois en commission, mais aussi au Salon Bleu. Donc, écoutez, je ne parlerai pas de routine parce que c'est jamais une routine ici, c'est toujours différent, mais on poursuit le travail donc ici au Parlement, mais surtout, le travail qui me plaît le plus dans ma fonction, c'est celui d'accompagner les gens de Portneuf, que ce soit les municipalités, les résidents, bien entendu, les entreprises. Donc, toute l'équipe est au boulot autour de moi et puis on va essayer encore une fois de faire de notre mieux. Monsieur Caron, vous le savez que la santé, c'est un sujet qui tient à cœur les Portneuvois. Et justement, en parlant de médecins, il semblerait qu'il y ait une bonne nouvelle là, qui s'en vient pour Portneuf. Ben écoutez, oui, c'est sûr qu'on espère toujours que ça puisse aller plus vite, que ça puisse se régler plus facilement. Ce matin, j'avais des informations qui me disaient qu'il y a quand même encore 12 000 patients qui sont orphelins dans Portneuf, orphelins
de médecins, bien entendu. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis de très nombreuses années, on annonce 4 postes qui vont être ouverts dans Portneuf pour des médecins de famille. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez cette petite particularité de Portneuf, c'est que le territoire est découpé en 2 parties, le territoire nord-ouest et le territoire est. Donc, il y a un poste qui est réservé pour le territoire est, mais 3 pour le territoire nord-est. Donc, c'est là où c'est une bonne nouvelle parce que la situation est vraiment plus problématique dans le nord-ouest, notamment dans l'ouest, parce que il y a un sérieux manque de médecins de famille là-bas. Maintenant, c'est sûr que quand je vous parle de postes qui sont affichés, les médecins ne sont pas encore là. Hein. Il va falloir maintenant que les médecins lèvent la main. Mais là où on a un rôle à jouer et où les organisations, hein, la clinique de Saint-Raymond et celle de Saint-Marc ont un rôle important à jouer, c'est dans l'attractivité, ce pouvoir de séduire finalement un médecin en lui disant écoute, viens t'installer chez nous parce qu'ici, la vie est belle finalement, les gens sont gentils et le cadre de vie est extraordinaire, la qualité ou la conciliation famille-travail peut être particulièrement bien adaptée. Donc, c'est là où on a un travail de terrain. Je rencontrais Corinne Moison, la directrice de la clinique de la Vallée il y a très peu de temps, et puis elle est vraiment tellement positive et dynamique. Je m'attends à la même chose de la clinique de Saint-Marc, justement pour que les médecins s'orientent vers l'ouest de Portneuf, parce qu'on a une clientèle, et quand je parle de clientèle, je parle de patients, qui est vieillissante, et on a un besoin vraiment criant dans ce secteur-là. Et justement, en parlant de l'Ouest, on sait que le CM-Pop a fait Pont-Neuve récemment. Est-ce que ça, vous croyez que ça va pouvoir attirer justement les médecins un peu plus vers l'Ouest que vers le secteur Nord? Oui, c'est ça. Vous le disiez, vous parliez d'attirer. Hein. C'est sûr que le rôle du député, c'est d'essayer de stimuler la situation pour qu'il y ait plus de postes qui soient ouverts dans Port-Neuf. Mais au-delà de ça, un médecin est un travailleur autonome. Donc, c'est lui qui choisit l'endroit où il va aller pratiquer. Et le fait d'avoir apporté ces modifications à la clinique de l'ouest de Port-Neuf, bien entendu, c'est à la fois un atout et un avantage. Au-delà de ça, il faut qu'on démontre de l'engouement, puis surtout qu'on démontre du positivisme. Moi, je me souviens des images qui ont été diffusées par le passé, ou les messages qui ont été diffusés, où on disait clinique en péril, etc. Vous savez, aujourd'hui, autant de l'Internet qui va très vite, de Google, l'accès à l'information, bien un médecin, est-ce qu'un médecin a très envie d'aller vers un endroit où on lui dit tout va mal ici? Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il faut se positionner de manière très positive. Je suis convaincu qu'on va y arriver et je suis surtout convaincu qu'il y a de jeunes médecins qui vont venir s'installer dans l'ouest de Port-Neuf aussi. Donc, M. Caron, pour terminer sur ce thème-là, pour les médecins, donc vous avez dit 4 postes qui sont ouverts. Cependant, comme vous l'avez mentionné, c'est 12 000 personnes dans Port-Neuf qui n'ont pas encore de médecin de famille. Croyez-vous qu'il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là pour pouvoir justement dire qu'on en a pratiquement plus de personnes qui sont orphelins de médecins de famille? Ah oui, il y a de gros efforts encore à déployer parce que je vous annonce là que 4 postes vont être ouverts, mais je sais aussi qu'il y a des médecins qui vont partir à la retraite. Donc, vous comprenez que ça vient contrebalancer, mais pas aussi fort qu'on le souhaite. Par chance, il y a le GAP qui a été mis en place. Et je le sais parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui appellent au bureau en me disant que le délai d'attente pour avoir un rendez-vous est souvent long. Il y a des gens qui attendent 4-5 heures pour obtenir un rendez-vous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils obtiennent un rendez-vous dans les 3 jours qui suivent leur appel. Donc, malgré tout, la situation s'améliore. Je ne vous dirai pas qu'elle est parfaite, pas du tout. Et oui, pour répondre à votre question, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais il faut, vous savez, en politique, j'ai souvent dit que chaque matin, on doit mettre nos gants de boxe pour aller démontrer que c'est nous le meilleur pour attirer le meilleur pour notre circonscription. Et ça, c'est ce que je vais continuer de faire.
Et parlons-en de la circonscription parce que dans l'actualité, on parle d'un possible redécoupage des cartes électorales. Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, ça pourrait dire que plus tard, de nouvelles villes vont faire partie de Portneuf pour les élections. Et justement, là, vous, M. Caron, vous êtes bien au courant là, de ce dossier-là. Oui, c'est ça. Actuellement, Portneuf, la circonscription, le comté, comme on l'appelle entre nous, compte 18 municipalités. Je ne les nommerai pas toutes, mais vous les connaissez bien parce que je sais que vous les parcourez tout autant l'une que les autres. Mais là, le DGEQ, le directeur général des élections, veut s'assurer que toutes les circonscriptions au Québec représentent finalement à peu près le même nombre d'électeurs. Donc, on est en train de constater que, bien que la situation ait changé avec la pandémie, je dis souvent qu'il y avait beaucoup de maisons qui étaient à vendre avant dans Portneuf. Maintenant, on voit quasiment plus de pancartes. Donc, ça veut dire qu'après la pandémie, il y a plus de gens qui ont décidé de s'installer ici. Mais cependant, malgré cet effet-là, on se rend compte que dans le comté voisin de la Pelletrie, le secteur, par exemple, de Val-Bélair est en pleine effervescence. Et donc, pour essayer de pallier à ça et de rattraper cet équilibre, le DGEQ propose que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac et la ville de Lac-Saint-Joseph soient rapprochées, finalement, fassent partie intégrante de la circonscription de Portneuf. Donc ça aurait pour effet d'ajouter donc 3 municipalités, comme je vous le disais tout à l'heure, d'agrandir considérablement quand même aussi le territoire. Puis je ne dis pas que, vous savez, 18, et j'ai toujours dit, j'ai 18 municipalités, puis j'essaye de me comporter comme, entre guillemets, un bon père de famille, être équitable avec tout le monde. Bon, là, d'en ajouter 3 de plus, c'est sûr que ça ajoute un petit peu plus à la complication. Cependant, je dois vous avouer que bien souvent, quand je rencontre des gens de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, il y a un sentiment d'attachement qui est profond avec Portneuf. Par le passé, d'ailleurs, ces municipalités appartenaient déjà à la circonscription de Portneuf. Il y avait eu un découpage qui a fait en sorte qu'elles ont été intégrées à la circonscription de la Pelletrie. Mais bon, la situation devient différente. Donc, comme je vous le disais, écoutez, donc, on va en être à des étapes de consultation. Donc, même s'il y a des citoyens de Portneuf actuellement qui considèrent que ce n'est pas une bonne nouvelle, vont pouvoir s'exprimer auprès du DGEQ. Mais s'il n'y a pas de contrainte, finalement, et que le DGEQ souhaite aller de l'avant avec ce projet-là, eh bien, ça entrera en vigueur dès les prochaines élections. Donc, il y a quand même quelques enjeux parce que moi, je n'ai pas encore décidé si je me présenterai ou pas aux prochaines élections, mais vous comprenez bien que dans ces municipalités-là, je ne suis pas connu puisque je ne suis pas le député actuellement. Et vous n'êtes pas au courant des dossiers non plus, là? Absolument, absolument. Je les suis parce que on est quand même proche. Et puis si Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier est intégrée à Portneuf, vous savez qu'il y a un projet qui concerne à la fois Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et Pont-Rouge, c'est cette fameuse voie d'accès à l'autoroute pour désengorger le nord de Portneuf. Donc, parce que là, actuellement, mais je m'entends bien avec mon collègue Eric Kerr, bien entendu, mais actuellement, on est dans 2 comtés différents, donc des fois, c'est un petit peu moins facile d'attacher tout ça. Si c'est le cas, j'espère qu'on va aboutir à une situation qui sera convenable pour tout le monde. Donc, bref, du pain sur la planche, finalement, parce que cette nouvelle, c'est quoi? C'est du travail supplémentaire. Mais écoutez, on fait face à la musique et je suis convaincu qu'on va représenter dignement cette circonscription, quelle que soit sa taille, si le directeur général des élections souhaite la modifier. Alors, une adaptation à faire peut-être à ce niveau-là, si, comme vous l'avez dit, on va en ce sens. Monsieur Caron, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler là, pour InfoCJSR. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous accorder ce petit moment. Bonne journée et bonne émission. À bientôt. Merci. Merci. Parlons maintenant de poésie, alors que le poète de Donnacona, Yvon Matte, est avec nous aujourd'hui pour parler de son nouveau recueil, son 5e, Brise de poésie. Bonjour, Danick.
Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir à Info CJSR. Donc, c'est votre 5e recueil. Monsieur Matt, depuis combien de temps vous écrivez-vous, en fait, et faites-vous des livres? J'ai commencé à écrire très jeune, même, je dirais, mes premiers écrits, c'était des lettres d'amour. Okay. Mais petit à petit, je me suis lancé dans différents créneaux, donc des histoires, des aphorismes, des haïkus, et surtout la poésie. Et je me relis dans les années 60, 65, 70, et il y a encore des choses qui, pour moi, demeurent comme un émerveillement. OK. Dans vos textes, j'imagine, là, je vois avec les couvertures que vous nous avez données, je peux les montrer peut-être à la caméra, ce que vous avez ici. On voit juste dans l'image la nature. J'imagine que ça fait partie un peu là, de vos inspirations. Est-ce que je me trompe? Ou... Vous ne vous trompez pas. La nature m'inspire beaucoup. Et comme j'aime beaucoup marcher, j'observe cette nature. Des fois, je m'assois sur un banc et j'observe la nature, je vois des choses extraordinaires et j'essaie de les traduire en mots. Mais bien souvent, les mots ne viennent pas spontanément. Par contre, j'ai toujours quelques notes à prendre. J'ai un calepin que je traîne presque tout le temps et je prends quelques notes en me disant, bon, ça va faire partie d'un prochain poème. Et je sais aussi que les personnes, c'est une autre de vos inspirations. Oui, les personnes, je dirais que les personnes, pour moi, sont encore plus importantes que la nature. C'est ces deux créneaux extraordinaires qui me permettent de trouver des choses qui me révèlent à moi-même, mais qui vont révéler aussi à l'autre ce que la personne est. On ne lit pas un poème pour essayer de comprendre ce que l'auteur a écrit, mais bien plus pour essayer de se dire comment est-ce que ce poème-là me rejoint dans ma vie aujourd'hui. Parce que l'interprétation du lecteur, elle peut être différente là, de lecteur en lecteur. Oui, ça j'y crois fermement et j'écris pas seulement pour moi. Il y en a qui m'ont dit, ben qu'est-ce que tu attends pour publier tes textes? Donc c'est un peu ce qui fait que j'ai commencé à sortir des livres à partir de 2011. Et pour vous, vous êtes déjà depuis 2011 à un 5e tome. Vous me disiez avant qu'on entre en entrevue que le 6e était pas mal près, donc vous avez quand même, vous n'avez pas le syndrome de la page blanche, là. Vous écrivez quand même... Ça m'arrive justement dans mon dernier livre, j'ai le syndrome de la page blanche. J'ai écrit Panne sèche. Okay. Le titre, c'est le titre du poème. Donc, même quand vous avez la page blanche, vous êtes capable d'utiliser ça pour justement vaincre ce syndrome-là? Oui, oui. C'est un... Bien, je dirais que j'ai des moyens qui me sont... J'ai une approche qui me permet à un moment donné de dire que je lâche prise. Oui. Puis je suis capable de relancer mes textes un petit peu plus tard. Monsieur Matt, pour ceux et celles qui nous écoutent ce soir dans Info CJSR, il faut expliquer que vous avez fait le lancement du livre Brise de poésie ce dimanche, donc il y a quelques jours. Comment ça s'est passé, ce lancement-là? Ce lancement-là, c'était extraordinaire. C'était, je dirais, un sommet dans tous les lancements que j'ai faits. Et il y avait des jeunes qui ont été impliqués parce que le lancement s'est fait, mais il y a en plus la période de dédicace, il y a eu des proclamations de poèmes de différentes personnes qui appartenaient à différents âges. Donc, j'avais 3 adolescents aussi qui prenaient le temps de lire des poèmes, entrecoupés de musique. Une petite fille d'à peine 11 ans, qui est ma petite nièce, a aussi joué sa pièce musicale entre 2 poèmes. Moi, je pense qu'un exemple, une lecture, ça va pouvoir dire justement à nos auditeurs, en fait, leur donner une bonne idée de ce que vous pouvez écrire. Donc, vous avez sélectionné un poème pour nous ce soir. Oui. Emily Dickinson. Un livre, une raison, un amour secret livré au monastère de la poésie. De sa vie, une énigme, en solitude, sa personne entretenue par le souffle de l'écriture. De son patelin, des villes de papier, enrichies par un effacement mythique. Dans un anonymat désiré, Émilie de la spiritualité rebelle, passée au crible de la critique. Dans ses pas d'histoire, un pèlerinage de vérité tracé sur le fil de son être intérieur. De jour comme de nuit, une nature d'âme sensible activée par une source de vie. Du voile de la pudeur, une artiste passionnée actualisée au décor du présent.
de son passage au monde, des mots inspirés, visités par dames, muses fréquentées. De sa mort, une naissance, et au chant du silence, la mémoire du passé. J'ai écrit ce poème suite à la lecture du livre de Dominique Fortier, Les villes de papier. Emily Emily Dickinson. Oui, c'est une Américaine qui, je dirais, qui n'a pratiquement pas sorti de son patelin puis qui n'a pas été connue. OK. C'est par après qu'elle a été connue, après son décès, qu'elle a été connue. Puis Dominique Fortier, la critique qu'on a eue sur le livre de Dominique Fortier, c'était de dire on a parlé d'elle, c'est de la meilleure façon dont on a pu parler d'elle à partir de ce livre-là. Puis on l'a mis sur la carte, dans le fond. Puis moi, c'est une façon de dire, je reconnais dans Dominique Fortier cette dame, Emily Dickinson. Je suis allé chercher quelques-uns de ses poèmes sur Internet, d'ailleurs. Donc, vous vous inspirez, ou du moins, vous agrandissez un peu votre connaissance de la poésie, parce que c'est sans fin, là. Il y a des poètes un peu partout dans le monde. Oui, il y en a même à Saint-Raymond. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur Genois, je pense, Normand Genois, j'ai hâte de le rencontrer. Et Monsieur Matt, le temps file. Oui. Et avant de terminer l'entrevue, pour ceux et celles qui nous ont écoutés et qui ont envie justement de se procurer votre livre, est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible de le faire, soit chez moi, à Donnacona même, et à la librairie Donnacona, au coût de 25 $. Chez moi, si vous venez chez moi, ben appelez avant. Mon nom est dans le bottin téléphonique. Vous l'auriez à 20 $. Parfait. Monsieur Matt? Oui? J'aimerais aussi dire que j'ai été... je dirais, secondé pour la publication de ce livre-là par les 2 députés provincial et fédéral. Donc, ils m'ont soutenu dans cette démarche. Et c'est ce qui fait que le livre est encore à 20 $ plutôt que 25 $ lors du lancement. M. Matt, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. On poursuit maintenant votre émission Info CJSR avec les Journées de la culture. Robert Tremblay s'est dirigé à Cap Santé pour nous parler d'un événement qui va avoir lieu ce week-end. On écoute son reportage. On est en 1755. La guerre de 7 ans éclate. La guerre de 7 ans, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, la guerre de la conquête. Comme l'an dernier, il y aura un parcours d'interprétation historique sur le site même du fort Jacques-Cartier. Il y a 6 arrêts d'interprétation. On part d'ici, on explique tout le contexte géopolitique, puis à mesure qu'on évolue sur le fort, on explique la stratégie, tous les éléments stratégiques militaires qu'ils ont mis en place qui sont encore là. Les embrasures à canon, les chemins de ronde, l'emplacement des baraques, parce qu'on sait où ce qui était placé à cause des différentes fouilles archéologiques qui ont déjà eu lieu grâce à Simon Santerre, entre autres. Mais cette année, la Société d'histoire du Cap Santé a décidé de faire plus. On travaille très étroitement avec la Ville de Cap Santé, c'est elle la propriétaire du site, autant le manoir que tout le site au complet, puis c'est immense le site. Alors, on a parlé avec les gens de la Ville et on a réussi, on a dit, bien, le manoir, là, c'est aussi important que le fort. Donc, permettez-nous d'ouvrir le manoir, ne serait-ce qu'une journée, parce que le manoir actuellement n'est pas utilisé, là, bon, il est en questionnement d'aménagement, tout ça. Ouvrons-le une journée, on va se mettre des bénévoles, on va faire un beau ménage là-dedans. D'autres mordus d'histoire viendront donc faire revivre les dernières années du régime français à l'intérieur du manoir et autour. Oui, bien en fait, on est là avec d'autres compatriotes qui vont être avec nous pour justement présenter divers aspects de la vie à l'époque du fort Jacques-Cartier, donc les années 1750-60. Comme par exemple, on va avoir une personne qui fait de la reliure à l'ancienne. Moi, je vais être là avec des éléments de costume, de vaisselle. On va aussi avoir une autre dame qui va présenter des produits de beauté de l'époque. Notre soldat. Du côté militaire, on va avoir un milicien et un soldat des troupes de terre qui cantonnaient au fort Jacques-Cartier pour se défendre. Ah oui, vraiment, au moment où quand il a été construit, le fort? Oui, on a construit le fort avec les troupes des colonies, donc les compagnies franches de la marine, les troupes des régiments de terre qui se sont repliés après la bataille des Plaines d'Abraham. On a construit les fortifications, les retranchements et on a assuré la défense avant d'aller faire la bataille de Sainte-Foy. Ces mordus dirigent eux-mêmes une société d'histoire, la société In Memoriam, qui travaillait beaucoup avec les musées jusqu'à tout récemment.
Depuis notre arrivée à Cap-Santé, on a eu un regain de créativité et puis un lieu inspirant comme ça. On a pris une nouvelle orientation et puis ce qu'on va proposer là, ici en fin de semaine, là, ça fait partie un petit peu là, de notre nouvelle démarche de diffusion, peut-être un petit peu plus grand public avec les réseaux sociaux et tout ça. Le manoir est pour eux un lieu très inspirant pour faire des animations historiques. Les troupes françaises l'ont occupé. C'est une maison de ferme. Là. Il y avait la famille Piché qui habitait là. Mais ça a été réquisitionné et occupé par l'état-major, si on veut. Là. François de Lévis était là. Il a été là. Il a planifié la bataille de Sainte-Foy, certainement dans cette maison-là. C'est comme toucher à l'histoire plus que ça, là, c'est difficile. Ouais. Puis le dernier coup de fusil en Nouvelle-France, après la reddition de Montréal, c'est le fort ici qui l'a tiré. Donc, on est les derniers à avoir tiré pour la défense de la colonie. Eh bien, les résistants, c'est Cap-Santé, ça. Oui, oui. Ça se passe à Cap-Santé, c'est ici. Comme il n'y a pas de stationnement sur le site, on a prévu une navette qui partira de l'hôtel de ville de Cap-Santé. Pour les gens qui sont intéressés, on les invite à se costumer Nouvelle-France et puis à apporter leur pique-nique parce que vraiment, c'est un très beau site puis ça va ajouter de l'ambiance à l'événement. Pour les visites du fort, il faut réserver au 418-284-2477. L'animation dans le manoir se fera toute la journée. Ils peuvent, comme on dit, là, passer du petit campement militaire qui va être à l'extérieur, rentrer à l'intérieur, passer d'un personnage à l'autre. C'est vraiment là, des visites libres, là, selon les goûts de chacun. Il va y avoir un campement militaire à l'extérieur? Oui, bien, il va y avoir notre milicien puis notre sergent qui vont être là. Les gens pourront même manger, comme au 18e siècle. On a quelque chose de spécial qui a été préparé par le restaurant Basilico, qui est dans le presbytère de Cap-Santé, donc sur la place de l'église. Il va offrir 3 menus qui sont inspirés puis documentés quand même avec des recettes d'époque là, assez précises. On peut manger soit le menu du soldat, le menu de l'officier ou le menu de l'habitante. Et pour rajouter un petit clin d'œil, on a associé 3 personnages de l'histoire du Cap-Santé. Donc, on invite les gens à les découvrir en allant chercher un menu chez Basilico. Bienvenue tout le monde, parce que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Aubert Tremblay à Cap-Santé pour CJSR. La ville de Pont-Rouge a subi beaucoup de vandalisme lors des dernières semaines, alors que plusieurs graffitis ont été faits sur des établissements comme le centre communautaire. Vous voyez d'ailleurs des images à l'appui. Si bien que l'administration de Pont-Rouge a fait un message sur ses réseaux sociaux afin que les parents puissent surveiller les enfants. La Ville a également demandé à la population de dénoncer ces méfaits à la Sûreté du Québec lorsqu'ils se produisent. Selon la conseillère aux communications, Pascale Gobeil, il est dispendieux et difficile d'effacer ces graffitis qui laissent des marques comme avec les photos transmises par la municipalité. Évidemment, Pont-Rouge souhaite dissuader les personnes faisant ces graffitis de continuer à vandaliser les bâtiments. Voici maintenant un rappel concernant les travaux sur la route 367 de Sainte-Catherine, alors que le ministère a finalement entamé les fameux travaux sur la réfection du pont. On rappelle que le projet, qui se veut ambitieux avec une valeur de 9,3 millions de dollars, va servir à 2 choses bien précises. Premièrement, il va y avoir la réfection du tablier du pont, mais aussi la Ville, donc deuxièmement, va reconstruire les conduites des services municipaux sous le pont. La circulation en alternance, d'ailleurs, a débuté alors que la signalisation est bien en place dans le secteur. La circulation est réduite à 30 km/h. Les travaux vont s'étaler sur plusieurs semaines et il vous est possible de revoir l'entrevue que nous avions réalisée avec le maire Pierre Dolbec lors du Info CJSR, l'édition du 14 septembre dernier. La Biennale internationale du lin de Deschambault-Gondine va procéder ce dimanche au lancement officiel de son ouvrage rétrospectif Au moulin de la Chevrotière à 14 h. Cet ouvrage présente le parcours de la Biennale au fil des 20 dernières années.
Le tout va se faire pour l'occasion de la fin de la saison 2023, alors que 2 expositions seront ouvertes pour le public, et ce, dans la gratuité. Pour cette clôture de la Biennale, le prix Simons sera remis à un des artistes professionnels de l'exposition sans domicile fixe, et le prix de la municipalité de Deschambault-Gronzine sera remis à l'un des artistes étudiants de l'exposition Refuge. Au retour de la pause, un reportage sur l'événement au rythme de l'automne, ainsi qu'une entrevue avec la radio Choc 88.7. Bienvenue dans votre SAQ, Estelle. Je peux vous aider? Oui, je cherche un Italien que j'ai bu l'autre jour avec une étiquette rose. Ça va être juste ici, dans vos déjà bu. Ah, ben oui. C'est pas la SAQ de Simon. Vivez l'expérience d'une SAQ personnalisée seulement avec Inspire. Vous avez le dos barré ou les oreilles qui sifflent et vous n'avez pas de médecin de famille? Utilisez le guichet d'accès à la première ligne en appelant au 811 option 3. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. La radio de Portneuf, basée à Pont-Rouge, Choc 88.7, fête maintenant ses 3 ans d'activité dans la région de Portneuf. Le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, a d'ailleurs autorisé une demande présentée en vue d'exploiter un nouvel émetteur à Neuville. Ce relais, exploité à la fréquence 99.5, va permettre à la station de couvrir l'entièreté de Portneuf. Pour parler de tout ça, je me suis entretenu avec Michel Cloutier de Choc 88.7 cette semaine. Voici l'entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. J'ai présentement avec moi Michel Cloutier, qui est copropriétaire de la station Choc 88.7, également animateur. Monsieur Cloutier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci d'être des nôtres pour Info CGSR cette semaine. Monsieur Cloutier, ça fait 3 ans que la radio Choc 88.7 est en activité dans Portneuf. 3 ans, c'est quand même quelque chose, là. Comment vous avez apprécié là, ces 3 années d'activité là, depuis le départ de cette aventure-là? Bon, je ne cacherai pas que ça a été 3 années extrêmement difficiles parce qu'on était en pleine COVID et il y avait beaucoup de défis à gérer à ce moment-là. Et comme vous l'avez dit d'introduction, je suis copropriétaire. Alors, on est 4 copropriétaires. On était 4 au départ. On est toujours 4, mais ce n'est pas les mêmes. Ça amène, si on veut, lorsqu'on est copropriétaire d'une entreprise, à faire des heures un petit peu plus grande qu'à l'habitude. Hein? Les gens, parfois, s'imaginent qu'être propriétaire d'une entreprise, c'est pas autant de travail, mais c'est du travail parce qu'on fait tous les remplacements, on fait tout ce qu'on peut faire pour aider la situation de l'entreprise, particulièrement en pleine COVID. Ça a été le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Enfin, je ne cacherai pas, ça a été 3 années difficiles, mais qui ont quand même été récompensées par des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus probants que ce qu'on prévoyait en temps normal pour un radiodiffuseur comme le nôtre. Quand vous parlez de résultats, vous parlez des codes d'écoute? Les résultats d'écoute. OK. Les résultats d'écoute sont allés beaucoup plus rapides que la normale. Ce qui fait que présentement, si vous prenez les résultats d'écoute de la station de Portneuf, on a au cumulatif plus d'auditeurs que la station numéro 1 à Trois-Rivières, là, au global. C'est évident, ce pas les mêmes auditeurs, là, mais dans le marché de Trois-Rivières, une radio numéro 1 autour de 35 000 auditeurs. Nous, on a 42 000 auditeurs présentement qui ne sont pas uniquement dans la MRC de Portneuf. Évidemment, il y en a dans la MRC de Binière et dans les territoires autour, mais c'est quand même 42 000 auditeurs. On ne pensait pas atteindre ça aussi rapidement. Et lorsque vous regardez les codes d'écoute des stations de radio qu'on appelle de débordement, c'est-à-dire les radios autour de Québec, je pense à Montmagny, entre autres, ou Sainte-Marie-de-Beauce, bon, on a plus d'auditeurs qu'eux. Donc, on a fait le travail assez rapidement, je pense. Donc là, vous avez quand même prouvé votre point qu'il y avait un manque pour une radio dans Portneuf et vous l'avez comblé. Oui, effectivement. Bien, il y avait un manque. C'était dans les faits un marché qui pouvait être desservi, que des gens avaient peut-être la chance de desservir par le passé, puis ils ne l'ont pas fait. Et à cette fin-là, on pense que nous, on est venu combler le manque qu'il pouvait y avoir d'avoir véritablement une radio locale qui est à l'image des gens d'ici et qui fait également refléter Portneuf à l'extérieur du territoire. Et d'ailleurs, en dehors de vos émissions, vous vous promenez un peu partout dans les événements. On peut voir justement votre unité mobile. Donc, vous êtes présent dans la communauté aussi.
Bien, c'est un peu notre façon de travailler. C'est qu'au cours des dernières années, on remarque que dans l'industrie de la radio, on s'est éloigné de ce que moi j'appelle le terrain. On s'est éloigné des auditeurs. Souvent, on a des émissions dans les grands réseaux en provenance de Montréal ou encore des émissions locales, mais on n'est pas dans le monde. Les équipes promo, moi j'ai grandi dans les années 80-90 dans la région de Québec, et je me souviens que les stations de Québec, que ce soit Chic FM à l'époque ou la FM 93, on était dans les centres de ski, il y avait les escouades dans les centres de ski, il y avait les tournées Nightlife que faisait Chic FM dans les établissements licenciés de la Ville de Québec. On était présent à Expo Québec, on était présent dans des activités qui se passaient aussi en débordement de Québec. Là, on venait dans Port-Neuf, on venait à Montmagny, on allait à Sainte-Marie-de-Beauce, on était extrêmement présents sur le terrain, et du jour au lendemain, on a arrêté ça. Même que l'unité mobile, notre studio mobile, est en train de rouiller dans un entrepôt qui appartient à Radio Énergie, parce que c'était l'unité mobile de Radio Énergie. On l'a tout simplement délettré et relettré. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi belle que ça. Et on l'utilise activement dans Port-Neuf pour aller faire des événements. Et ça nous permet de se faire voir et d'être avec les gens. Puis je pense que le secret d'une radio, le secret de la radiodiffusion, et c'était la recette dans les années 80, je vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui, c'est d'être avec le monde, d'avoir le contact humain, d'être sur le terrain avec ses auditeurs. Et M. Cloutier, bon, les chiffres parlent par eux-mêmes. On voit qu'il y a quand même un engouement envers votre produit. Et là, bon, les gens de Port-Neuf, est-ce que vous l'apercevez quand vous vous promenez qu'ils vous connaissent et ils aiment interagir avec vous? Bien, je pense que oui. C'est sûr que c'est la population qui peut répondre. Et je pense qu'elle répond en écoutant Choc FM. Et on a beaucoup d'auditeurs dans Port-Neuf qu'on sent bien souvent que les auditeurs de Choc FM, c'est pas seulement des auditeurs, c'est des gens qui font partie de la famille, c'est des gens qui s'identifient à leur radio, c'est des gens qui aiment leur radio et c'est des gens qui participent avec la radio. Il est arrivé dans... Petite anecdote, dans certains événements où on a eu une problématique justement avec notre studio mobile où il y a un morceau qui est sorti des tracks et on a vu plein d'auditeurs venir nous aider à reprendre la pièce et la remettre en place pour qu'on puisse continuer l'événement. Alors on a vu que les gens aimaient s'impliquer avec la radio, puis on le voit avec nos différentes activités qu'on fait à chaque année et les activités autres auxquelles on est présent. Et en parlant du futur de Choc FM, il y a une belle nouvelle qui, bon, vous l'avez annoncé sur votre page personnelle la semaine dernière. Oui, aussi sur celle de la radio. Exactement, sur celle de la radio également. Un nouvel émetteur à Neuville. Donc, qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi? Et surtout, on l'annonce en ondes, c'est ça qui est très important, je pense. Bien, c'est pas compliqué, c'est que quand la station a ouverte à ce moment-là, le groupe d'actionnaires actuellement, on n'était pas propriétaire à 100% de la station. Et on avait fortement recommandé à l'époque à l'équipe qui était là de voir pour des modifications techniques parce qu'on est installé à Saint-Raymond. Dans la tour qui était, à l'époque, on disait au bout du rang de la montagne, mais en réalité, c'est du rang des carrières. C'est la même tour qu'utilisait CKNU 100.9 à l'époque. Et la problématique de cette tour-là, c'est qu'au niveau de la hauteur effective, elle est plus basse que le Mont-Bel-Air. Donc, ça a pour effet que, en théorie, le rayonnement de la radio de Port-Neuf devrait vraiment se rendre de Trois-Rivières, si on veut, là, à Québec. OK. Et dans le cas de Québec, jusqu'au boulevard Laurentien, c'est l'endroit où on devrait nous syntoniser. Et dans le cas de Trois-Rivières, on devrait nous syntoniser jusqu'à la 55. Et là, quand je dis syntoniser, on s'entend, on ne parle pas entrée locale dans ces secteurs-là, mais au moins de pouvoir être syntonisé dans les radios d'auto. Lorsqu'on va vers Trois-Rivières, ça va très bien. On le voit également à Shawinigan. À Shawinigan, on rentre local. On couvre très bien la MRC Mekinac, on couvre très bien la MRC des Chenaux. On couvre assez bien la MRC de Port-Neuf, mais quand on arrive à l'est, donc on tombe dans le secteur du Mont-Bel-Air et des différentes montagnes qui est autour du Mont-Bel-Air, on voit qu'il y a des zones d'interférence. On a de la difficulté à Sainte-Catherine, on griche à Neuville, on griche à Saint-Augustin, et si vous allez dans la région de Québec, il y a tout un triangle, moi j'appelle ça le triangle des Bermudes, là. Finalement, ce qui passe au sud, ce qui passe sur la ligne, si on veut, là, le haut de Val-Belair, Lac-Saint-Charles et le bas de Lac-Beauport, aller jusqu'à peu près au centre-ville de Québec, il y a comme une espèce de triangle dans ce secteur-là, où vous arrivez sur un coin de rue, vous syntonisez à la station, sur l'autre coin de rue, ça se met à gricher. Mais en théorie, avec le 88.7, on devrait couvrir ce secteur-là. Ce qui ne fonctionne pas, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le couvrir, c'est la hauteur du Mont-Bel-Air. Alors, comme on ne pouvait pas chopper le haut du Mont-Bel-Air pour que ça passe, ça aurait été plus cher, on a demandé au CRTC une solution.
À l'époque, CKNU avait trouvé comme solution d'aller sur le Mont-Bel-Air. Il n'y a plus de fréquences disponibles sur le Mont-Bel-Air et le 88.7 ne pouvait pas être déménagé au Mont-Bel-Air pour des raisons techniques. Et probablement aussi pour des raisons légales. Je dirais que le CRTC a vu CKNU déménager son émetteur sur le Mont-Bel-Air et tout à coup devenir une station de Québec. Donc, ils ne voulaient sûrement pas voir ça se reproduire une deuxième fois. Et je les comprends. Ils ne peuvent pas juste se fier à la bonne foi des opérateurs parce que nous, on est dans Port-Neuf pour y rester. Mais demain matin, on pourrait vendre la station et un nouveau propriétaire, c'est aller sur le Mont-Bel-Air, pourrait se dire « Ah, je vais faire une radio de Québec ». Donc, il fallait trouver une solution qui ne permettait pas d'avoir une portée comme si on était une station de radio de Québec dans Québec. Donc, ce qui nous semblait logique, et c'est connu, il l'avait fait à l'époque pour mieux rentrer à Donnacona, il y avait mis une petite répétitrice sur la Rive-Sud, mais c'était d'aller mettre une répétitrice dans le secteur où le signal a dératé. De l'autre côté du Mont-Bel-Air. Ça n'a pas été évident parce que vous comprendrez que mettre une répétitrice sur le Mont-Bel-Air ou mettre une antenne sur le Mont-Bel-Air, ça peut avoir le même effet. Ça a pour effet qu'on rentre dans Québec. L'avantage d'une répétitrice, c'est qu'on peut mettre peut-être un petit peu moins de puissance et vraiment moduler la zone de couverture où on va entrer. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est un transmetteur qui va être installé à Neuville à la fréquence 99.5 FM. Ça va permettre de rentrer dans Neuville parfaitement. Ça va permettre de rentrer dans Saint-Augustin parfaitement, de régler les problématiques à Sainte-Catherine. Même en direction ouest, il y a un endroit à Donnacona où on avait de la difficulté. Ça va régler la problématique aussi. Le sud de Pont-Rouge, ça va régler la problématique. Et oui, on va rentrer dans la ville de Québec. Sauf que ça a permis aussi de moduler. C'est-à-dire, dans la ville de Québec, on ne va pas plus loin que ce qu'on aurait été censé être avec le 88.7. Donc, en principe, là, quand vous allez arriver à l'approche de la côte de Beaupré, là, le signal devrait se terminer là. Mais sur l'ensemble du marché de Québec, le signal va pouvoir être audible. Mais le but n'est pas de couvrir Québec, mais c'était de permettre de bien desservir l'ensemble de Port-Neuf, surtout Neuville, vous comprendrez, et Pont-Rouge, où on avait des difficultés. Et également de permettre, on va se le dire, à quelqu'un qui habite à Pont-Rouge, qui s'en va travailler à Québec ou qui s'en va magasiner au Galerie de la Capitale pour une raison quelconque, de ne pas perdre la station en chemin, d'être capable de nous écouter à l'aller-retour. Ces changements-là vont être effectifs à partir de quand, là, selon vous? Printemps 2024. OK. Mais quoi qu'il en soit, dans les plus brefs délais, ce que je veux dire, c'est que nous, aussitôt qu'on reçoit l'équipement, s'il est possible de l'installer, on va l'installer. Ça veut dire, si je le reçois avant Noël, puis que je suis capable de l'installer, je vais le faire. Sauf que depuis la pandémie, on sait qu'il y a des délais sur toutes sortes de choses. Fait que moi, je ne m'attends pas vraiment d'être en mesure de le faire avant le printemps 2024. Donc, officiellement, je vous dirais que ça va être en ordre pour le printemps 2024. M. Cloutier, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. On vous remercie de vous être déplacé et encore une fois, là, on vous souhaite une bonne continuité dans votre projet. Merci beaucoup. Passons maintenant à Saint-Raymond. Pour les citoyens de cette ville, vous aurez remarqué les travaux dans le centre-ville à l'intersection de l'avenue Saint-Maxime depuis ce lundi. Les travaux sont effectués par le ministère des Transports afin de permettre l'implantation de feux rectangulaires à clignotement rapide. C'est pour le passage des piétons. L'ajout de l'équipement vise à améliorer la sécurité des usagers vulnérables dans ce secteur-là. Les travaux vont s'échelonner sur 2 à 3 semaines pour la première phase et ensuite la seconde phase sera réalisée au printemps 2024 et va donc inclure la mise en place et le raccordement de ces feux. Nous restons à Saint-Raymond. La ville, la semaine dernière, a tenu sa fête automnale au rythme de l'automne. Les familles peuvent accéder à des jeux gonflables, à la chasse, à la citrouille, mais aussi à une course familiale. Pour en parler, je me suis entretenu sur les lieux avec le maire Claude Duplain. Voici cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec M. Claude Duplain, maire de Saint-Raymond. On est à l'événement au centre de ski de Saint-Raymond au rythme de l'automne. Oui. Bonjour, M. Duplain. Ça va bien? Ça va bien, vous? Ah, ça va. Une journée extraordinaire aujourd'hui avec le monde qu'on a eu. Encore une fin de semaine avec notre mascotte qui se promène partout avec les jeunes. On a eu une journée vraiment extraordinaire. C'est vraiment familial, les jeux. Toute la journée. Je suis arrivé ici à 10h30, 11h ce matin. C'était full de monde et ça n'a pas arrêté de la journée. On a acheté, la ville donnait des blodins. Je pense qu'on a acheté 18 poches de blodins. On va tout passer ça. Okay. C'est extraordinaire. Le monde est joyeux. Les enfants sont joyeux. Maquillage, de la bouffe, les mascottes.
Ah, c'est vraiment merveilleux. Et là, ça fait déjà quelques éditions que vous faites cet événement-là à Saint-Raymond. Est-ce qu'on peut espérer avoir d'autres éditions comme ça dans le futur? Avoir l'affluence, que là, on voit que c'est un événement qu'il faut qu'il soit annuel. Et tu vois, c'est drôle parce que tantôt, j'ai rencontré du monde qui arrivait, qui sont allés à Saint-Tite. Et ils me sont arrivés en disant « Hey, M. Duplain, Saint-Tite, c'est gros parce que vous n'auriez pas envie de faire ça. » Ben non, nous, on a mieux comme des fêtes, comme en fin de semaine. Avoir plusieurs fins de semaine comme ça, le Raid Bras du Nord ici, c'était extraordinaire. Plusieurs fins de semaine où on invite la population pendant tout l'été. Et c'est ça qu'on s'est fait dire, que c'était extraordinaire. Les gens à Saint-Raymond ont passé, je pense, un été extraordinaire. Puis ils ont vraiment aimé ça. Et dernière question, M. Duplain, en terminant, on est au site du centre de ski de Saint-Raymond. Oui. En quoi c'est important pour le conseil de rendre le site actif, là, encore une fois, pas juste en hiver, mais en été et en automne également? Vous savez, un de nos projets, c'est de rendre le site 4 saisons. Le ski l'hiver, planche à neige, descente en glissade en trip. Et l'été, il y a un gros centre d'activité, entre autres le vélo de montagne. Et ça va devenir vraiment important. C'est un de nos projets forts là, dans les prochaines années. M. Duplain, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Hey, merci. Parlons maintenant du camp Portneuf situé au lac Sept-Îles de Saint-Raymond parce que, vous le savez, il y avait l'importante campagne de financement qui est finalement terminée avec un peu plus de 4 millions de dollars qui ont été amassés. On se rappelle qu'en début d'été, le camp avait souligné l'atteinte de l'objectif de la campagne auprès de donateurs, alors que l'objectif de base était 3 millions de dollars. Le camp de Portneuf est reconnaissant pour le temps investi dans cette levée de fonds, ainsi que pour tous les dons qui vont servir à poursuivre sa mission. Bien que tous les dons soient d'une grande importance, il y a eu une mention spéciale aux grands donateurs. On parle de Guy Gaudet et sa famille, M. Louis Laperrière, la Fondation Maurice Tanguay, M. Christian Giguère, la famille de Maquitect, Martin Lafrance et sa famille, ainsi que Denis Turgeon et même Construction CRT. On poursuit donc dans les affaires policières. La saison de la chasse arrive et même est débutée. La Sûreté du Québec et le Bureau du contrôle des armes à feu et explosifs profitent de cette période pour rappeler aux propriétaires des armes à feu leur obligation de détenir un permis valide, et ce, en tout temps. Poursuivons dans les affaires policières, 2 femmes de 64 ans de Pont-Rouge et de Portneuf ont été arrêtées dans leurs municipalités respectives durant la journée du 21 septembre dernier. Une femme de 55 ans de Shannon a quant à elle été interceptée près de l'intersection de la route 369 et de la rue Vanier. Maintenant, en cette fin d'émission, CJSR tient à vous inviter personnellement au second match de la saison régulière de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette. Le match va avoir lieu le 2 octobre prochain, 19h, au cinéma Alouette. L'entrée est gratuite. Vous allez pouvoir voir les joueurs des équipes vertes et mauves devant vous. Vous voyez présentement les images du dernier match, c'est-à-dire celui des jaunes et des mauves lors de la soirée du 25 septembre dernier. Je répète, il est gratuit d'assister à ces matchs au cinéma Alouette. Les matchs d'improvisation sont par la suite diffusés à CJSR selon une horaire. Le bingo CJSR poursuit lui aussi sa lancée ce dimanche à 18h sur nos ondes. Les cartes sont disponibles chez nos dépositaires habituels. Pour en nommer quelques-uns, il y a le dépanneur Yves à Pont-Rouge, la station-service Ultramar à Saint-Marc, ainsi que l'alimentation Duplain à Saint-Raymond. L'animateur sera M. Christian Raté. Nous arrivons donc à la fin de ce bulletin d'information en ce 14 septembre 2023. Merci à l'équipe, soit Luc Robitaille, Suzy Bertrand et ainsi que Philippe Papillon. Également à nos autres collègues, soit Tony Vizina, Aubert Tremblay et Christian Fournier. On se laisse avec des images qui ont été prises justement à la fête automnale de Saint-Raymond. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.